Le retour de Trump au pouvoir est un signe de faiblesse de la démocratie américaine. Vous avez vu la campagne, comment elle s'est déroulée. Trump s'est livré à des invectives qu'aucun dirigeant du monde n'ose faire sans que la communauté internationale ne s'en émeuve. Trump a persisté. Il a franchi toutes les frontières. Des insultes, des menaces, des accusations fortuites, comme s'il était sur une scène de théâtre. On est loin là de la démocratie américaine que l'on a connue. Donc c'est le signe de faiblesse de l'Amérique. Aujourd'hui, il y a à se poser la question, est-ce que le déclin de l'Amérique a commencé? On en parle depuis longtemps, dans les manuels d'histoire, on en parle dans les amphithéâtres, mais après ce qu'on a vu pour cette campagne électorale, les discours dans la campagne électorale, on se rend compte que c'est vide. Il y a un vide. Est-ce que c'est l'essoufflement de la démocratie américaine? Il y a beaucoup de questions à se poser. Le retour de Trump s'explique par le désarroi des Américains. Ils veulent reconquérir un âge d'or perdu. Ils sont bousculés de tous les côtés. La Chine est devenue la deuxième puissance mondiale qui talonne l'Amérique. Économiquement, l'Amérique est devenue le poumon de la croissance industrielle et de la croissance économique tout court. Sur le plan des innovations techniques et technologiques, la Chine a prouvé qu'elle est présente, elle colle vraiment l'Amérique. La Chine sera absolument la première puissance mondiale. En attendant, elle talonne, elle avance. Donc, Trump maintenant, c'est le choix des Américains et c'est la réponse à leurs inquiétudes. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'arrivée de Trump sur les guerres actuelles qui se déroulent actuellement sous nos yeux? Trump a prédit, il a prévu qu'il était capable de mettre fin à la guerre de l'Ukraine en 24 heures, avant même son investiture. On va voir. Maintenant qu'il est élu, on va voir. Il sera investi le 20 janvier. D'ici le 20 janvier, on verra ce qu'il pourra faire. Mais je ne me trompe pas, moi, entre le discours de campagne, c'est-à-dire de quelqu'un qui aspire à être élu, et quelqu'un qui est élu, il y a une différence. Le discours de campagne en est un, et le discours d'un président élu un autre. On va voir, il va être confronté tout à l'heure aux réalités. Parce que le problème de la guerre de l'Ukraine, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ne se règle pas par un claquement de la main. C'est un problème plus profond. La Russie avait passé un accord avec les pays occidentaux qui limitait leur orientation, leur progression dans les pays de l'Est. La Russie ne veut pas avoir l'OTAN à ses frontières. Donc, la Russie ne veut pas que les pays autour de lui accèdent à l'Union européenne et accèdent à l'OTAN. Ce sera les bombes, n'est-ce pas, occidentaux aux frontières de la Russie. Poutine ne peut pas l'accepter. Ils ont un vieil accord, l'accord de Minsk, qui interdisait à ces pays, n'est-ce pas, aux pays de l'OTAN, d'avancer dans la zone de l'ancienne puissance de l'Union soviétique. C'est ce qu'ils ont violé. Il y a plusieurs petits pays qui étaient dans l'empire de l'URSS avant, qui ont rejoint l'OTAN. Mais l'Ukraine est le plus gros morceau. Si l'Ukraine accède à l'OTAN, c'est-à-dire que l'Ukraine est un pays frontalier de la Russie, un grand pays frontalier de la Russie. L'OTAN en Ukraine, c'est comme si on plantait un couteau dans le cœur de la Russie. C'est ce que Poutine ne veut pas. Poutine veut que l'Est de l'Ukraine soit un tampon entre l'Ukraine, membre de l'OTAN, et lui, et la Russie. Donc la guerre se déroule dans le Donbass. Donc c'est vraiment l'Est de l'Ukraine et l'Ouest de la Russie. Il faut une zone tampon. C'est comme l'Union européenne qui a toujours refusé l'accession intégrale de la Turquie
à l'Union européenne, parce que la Turquie aussi, c'est un pays à la fois asiatique, c'est un pays frontalier entre l'Europe, n'est-ce pas, et les pays du Golfe, et les pays arabes. C'est un pays musulman. Ils ont gardé la Turquie comme membre observateur de l'OTAN et n'a jamais intégré entièrement l'Union européenne. L'Union européenne ne veut pas avoir la frontière avec l'Arabie saoudite, ne veut pas avoir la frontière avec l'Iran. C'est impossible. C'est la même chose qu'avec la Russie et l'Ukraine. Maintenant, ce qui est possible, c'est d'accepter que le Donbass, c'est-à-dire cette partie de l'Est, revienne carrément à la Russie. La paix est possible en ce moment. La Russie peut arrêter sa guerre, parce que la guerre, c'est ça l'objectif. Ou alors, il faut déployer des forces internationales pour vaincre la Russie. C'est à ces deux conditions qu'on peut ramener la paix entre l'Ukraine et la Russie. Autre chose, ce n'est pas possible. Alors, les conséquences sur l'Afrique, comme vous le dites. Cette campagne présidentielle américaine a été très pauvre en matière de politique internationale, en matière de politique des affaires étrangères. On en a peu parlé. À plus forte raison de l'Afrique, on n'en a pas parlé du tout. On n'a pas entendu. Il y a vraiment un point de fixation que les Africains font sur la décision de Trump de rapatrier, n'est-ce pas, les clandestins qui se trouvent en Amérique. Mais ça concerne beaucoup plus les Hispaniques, qui sont très nombreux. En Amérique, lorsque vous allez en Amérique, ce sont eux que vous voyez. Les Africains, vous les voyez rarement. Mais ils existent. Donc, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème avec les pays hispaniques, les latinos qui sont là-bas. Un des fervents supporters de Trump a donné le ton déjà en qualifiant Porto Rico d'une île de merde autour de l'Amérique. Vous voyez, donc c'est marginal. Les affaires étrangères ont été marginalisées au cours de cette campagne présidentielle, à plus forte raison le cas de l'Afrique. Parce que les relations entre l'Afrique et l'Amérique sont très classiques. Ce qui intéresse l'Amérique en Afrique, ce sont les matières premières. Ce qui intéresse les Africains, c'est l'AGOA, c'est-à-dire le libre accès des produits africains au marché américain. Ces deux vecteurs ne font pas l'objet d'enjeux. C'est des choses classiques, c'est connu. Le pétrole intéresse les Américains, le lithium, le zinc, le nickel, la bauxite, ça intéresse les Américains. Le fer, ça intéresse les Américains. À part ça, non. Bon, les républicains aussi, il faut noter que les républicains sont très souples en matière de droits de l'homme ou de respect de ceci. Ils ne s'encombrent pas de ça. Les républicains sont des réalistes, c'est des gens qui parlent de coopération. Dans la coopération, c'est l'affaire, c'est l'argent, c'est les échanges. C'est ce qui les intéresse. Les démocrates, par contre, sont plus portés vers le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, etc. Donc, faut s'attendre à des bouleversements. Il y a des bouleversements, quels que soient, que ce soit en Europe ou en Asie, en Chine, il faut s'attendre à des bouleversements. Trump a déjà donné le ton, il a dit qu'il va imposer, n'est-ce pas, des tarifs douaniers élevés contre certains produits de la Chine, notamment les voitures électriques. Et il a dit aussi que l'Amérique achète beaucoup en Europe, que l'Europe n'achète en Amérique. Il y aura des conséquences sur ce plan-là. Et ça, c'est dès demain, vous allez voir, il y aura des conséquences là, parce que c'est une question de survie de l'Amérique. Et le slogan de Trump, c'est le retour, la grandeur de l'Amérique dans la communauté internationale. Donc, sur ce plan, il sera intransigeant.